Merci beaucoup. Je vais présenter, donc c'est une étude qui a été publiée en 2018 sur des données qui datent de 2013. On a pas mal parlé de chiffres, l'importance de compter au cours de la première table ronde. Il y a des données administratives, c'est ce dont on a parlé le plus, qui sont ensuite retraitées par des statisticiens, notamment à la DARES, pour pouvoir collationner différentes sources. Et c'est des données qui ont à viser d'être exhaustives et qui, on l'a vu, malheureusement le sont pas et le sont en fait jamais vraiment. Il y a aussi des données d'enquête et c'est ça dont je vais parler. L'intérêt des données d'enquête, c'est qu'on peut avoir, on n'est pas limité par les critères administratifs ou par les comportements déclaratifs des individus, des employeurs, etc., qui vont changer bien sûr la manière dont l'administration collecte les informations. Le problème des données d'enquête, c'est que c'est un échantillon de population et donc on a moins de monde. Ici, c'est un échantillon de 25 000 personnes. En fait, c'est l'enquête emploi qui est utilisée pour connaître le taux de chômage chaque trimestre. Et on prend un sous-échantillon de l'enquête emploi et on s'adresse... alors, on n'a pas d'échantillon parfait non plus de la population française. D'abord, on n'a que les gens qui vivent en logement normal. On n'a pas des gens qui sont hospitalisés ou qui sont en EHPAD ou dans tout autre logement collectif. Et il y a 100 000 personnes interrogées chaque trimestre. On prend un sous-échantillon et on demande à tous ceux qui déclarent avoir travaillé au cours des 12 derniers mois s'ils ont subi un accident du travail. Alors, on appelle ça ici un accident au travail. Ça ne prend pas en compte je vais expliquer pourquoi, les accidents de trajet. Un accident au travail qui a occasionné une blessure physique au cours de ces 12 derniers mois, au cours desquels ils ont travaillé au moins 1 heure. Et 5% répondent qu'ils ont connu un accident du travail. L'un des intérêts de cette enquête, c'était la première fois qu'on le faisait, c'était de poser la question à tous les gens qui ont travaillé au moins une fois dans leur vie, s'ils ont eu un accident du travail au moins une fois dans leur vie. Et là, c'était une personne sur 4. Donc, pour revenir à la discussion tout à l'heure, quand on additionne, quand on compte, on finit par avoir des sommes qui sont très importantes. On n'est plus du tout sur quelque chose qu'on pourrait qualifier de relativisé, qualifier de marginal, etc. C'est très massif. C'est même en fait plus d'une personne sur 3 si on regarde les gens qui sont entre 55 et 60 ans, c'est-à-dire qu'on a une carrière à peu près complète. Donc, à la fin de la carrière, on a une chance sur 3 d'avoir connu un accident du travail, plutôt de se souvenir d'un accident du travail. Et ce n'est pas que des accidents sans gravité. Il y a un grand nombre d'accidents qui ont une gravité importante. Donc, sur ces personnes qui disent avoir été accidentées au travail, il y en a 1 sur 4 qui subit encore des conséquences dans sa vie quotidienne, des limitations dans sa vie quotidienne. Et 8%, je répète, qui ont des limitations considérables. Alors, on retrouve dans ces chiffres d'autres choses qu'on trouve dans les données administratives en général, donc notamment la concentration d'accidents du travail sur certains types de métiers, dans certaines circonstances, sur certaines personnes. Donc les jeunes sont beaucoup plus touchés, ils sont 8% à avoir eu un accident du travail au cours des 12 derniers mois, contre 3% pour les personnes en fin de carrière. Les accidents du travail des plus âgés sont plus graves, en général. Les accidents ne sont pas du tout répartis, évidemment, égalitairement entre les différents secteurs et entre différentes professions. Voilà la construction qui ressort, comme d'habitude et comme ailleurs en Europe. Et on voit aussi la santé. Le secteur de la santé, c'était un petit peu nouveau pour moi et en général à ce moment-là, puisque les chiffres administratifs à l'époque, et ça n'est plus qu'aujourd'hui, ne prenaient pas encore en compte, donc les publications de l'AS ne prenaient pas encore en compte la fonction publique hospitalière, où l'accident, les accidents de travail sont relativement fréquents. Et enfin, il y a quelque chose qui est très marquant et qu'on retrouve là dans l'enquête conditions de travail de la DARES, c'est assez systématique, c'est que les conditions de travail spécifiques du poste ont un effet direct sur le risque d'accident, et le cumul des conditions pénibles a un effet très fort. Donc si vous avez non seulement des vibrations, des bruits importants, du travail à hauteur, des machines, ou alors des conditions de pénibilité psychologique ou organisationnelle de l'ordre tension dans le collectif de travail, tension avec la hiérarchie, tension avec le public, etc. Tout ça, ça augmente à chaque fois systématiquement le risque d'avoir connu un accident du travail.
Un autre rapport de l'étude, c'était les conséquences. Pareil, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans les chiffres administratifs. Ici, comme c'est rétrospectif, on peut demander aux gens qu'est-ce qui s'est passé ensuite, après votre dernier accident du travail. Et on a des conséquences importantes. J'ai parlé des gens qui se disent gênés ou limités dans leur vie quotidienne. Il y a un retour à l'emploi qui est relativement difficile. Donc il y a 4% des personnes qui ne retournent pas à l'emploi. Et ça monte à 15% pour les personnes de plus de 50 ans. Donc ça concerne particulièrement les personnes en fin de carrière. Et 13% de ceux qui retournent en emploi qui expliquent qu'ils n'ont pas bénéficié des aménagements suffisants. Et puis bien souvent, on ne retrouve pas son emploi précédent. Donc il y a des ruptures de carrière, c'est ce qui nous intéresse aussi dans l'enquête emploi, qui sont provoquées par ces accidents. Très rapidement, je disais que c'était une enquête européenne. Donc elle est contrainte par les demandes d'Eurostat. Le but est d'obtenir des chiffres comparables et on se heurte un peu au même problème que Mathieu Lépine évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que sur les données administratives, on a des différences de systèmes de protection sociale qui manifestement ont un effet sur les chiffres des différents pays. Sur les données d'enquête aussi, parce que en fait, le fait de se souvenir même qu'on a eu un accident du travail semble très déterminé par la reconnaissance administrative, la reconnaissance de tout ordre, le fait d'avoir eu un arrêt de travail qui a été reconnu comme arrêt de travail et pas simplement d'avoir arrêté de travailler parce qu'on ne pouvait pas. Tout ça a un impact sur le fait de pouvoir dire devant un enquêteur ou une enquêtrice en général j'ai eu un accident du travail. Donc en fait on retrouve des chiffres qui sont au niveau européen très alignés sur les données administratives et où on a les pays qui sont au contraire qui ne sont pas les champions d'Europe. Je ne sais pas si je vais retrouver les chiffres ici, mais qui ont le moins d'accidents du travail en Europe, ce sont les pays d'Europe de l'Est, la Bulgarie, Malte, la Roumanie, etc. Donc on peut penser que ce n'est pas forcément parce que le travail y est plus protégé, mais bien parce qu'on a une prise en compte des accidents du travail qui est très différente. Je vais commencer par vous remercier pour cette invitation à contribuer à ces échanges aujourd'hui. Donc, dans les propos liminaires, prendre un peu le temps de nous présenter et de dire comment je me suis intéressée à cette question des accidents du travail. Donc, moi, je suis sociologue. Ça fait bientôt 25 ans que je m'intéresse aux questions de santé au travail, en posant ces questions-là comme enjeu de santé publique invisibilisés. Et finalement, en posant la question de savoir la façon dont les atteintes à la santé liées au travail, que ce soit des accidents du travail, des maladies professionnelles reconnues ou pas, des usures aussi complètement invisibilisées qui touchent aussi la plus les femmes. En fait, comment ces atteintes-là, d'une part, viennent interroger le travail et ses conditions et son organisation et posent donc des questions de prévention. Et puis également, je m'intéresse à ces questions d'atteinte à la santé liée au travail en interrogeant la façon dont elles sont connues. L'accident du travail, c'est une catégorie médico-légale, hein, ça a été rappelé tout à l'heure. Comment les accidents du travail sont-ils comptés? Donc je m'intéresse à tout le circuit de déclaration de reconnaissance et donc de production de visibilité, mais également d'invisibilité sur ces catégories d'atteinte à la santé au travail et qui donc posent des questions en termes de données qui sont des données utiles et utilisées par l'action publique. Et donc en fait on a des angles morts, en fait. On a un certain nombre d'angles morts sur les enjeux, sur les effets du travail sur la santé. Et dans mon parcours de recherche, j'ai réalisé plusieurs enquêtes auprès de populations d'accidentés du travail. J'ai aussi mobilisé des statistiques. Alors, c'est des enquêtes qui sont par entretien, donc auprès de populations ayant subi un ou plusieurs accidents du travail. Et je dois dire que je suis aussi très touchée par la première table ronde de l'après-midi, puisque la mise en visibilité qui est aujourd'hui possible avec ce collectif de familles de victimes d'accidents du travail mortels, avec la marche que vous avez organisée le 4 mars, avec le soutien des médias, avec une prise aussi au sérieux du problème par un certain nombre d'acteurs de la sphère politique, contribue à sortir ce sujet de l'invisibilité. Et c'est vrai que par définition, on ne peut pas enquêter auprès des accidentés du travail mortel, puisque par définition, ils ne sont plus là. Donc c'est aussi rendre hommage au travail de Mathieu Lépine, qui a contribué par son recensement systématique de la presse quotidienne régionale à donner une visibilité à ce phénomène-là,
Et donc voilà, je suis vraiment... dans ma position de chercheuse, je considère que contribuer à donner, à avoir des résultats de travaux, c'est contribuer au débat public. Donc je suis vraiment très, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Ma posture, pour m'intéresser en fait aux accidents du travail, quand on est sociologue, notre démarche, c'est d'interroger la façon dont ces questions-là reflètent en fait des représentations. Ça a été dit dans la première table ronde, c'est vrai qu'on entend parler d'accident du travail. Le terme même accident renvoie au caractère accidentel. Voilà, on n'y peut rien, c'est un accident, en fait. Et on ne se rend pas compte, mais c'est une catégorie qu'on entend dans le langage quotidien, comme on entend parler des accidents de la route, des accidents de la vie courante, de la vie quotidienne. Et on n'interroge pas ce qu'il y a derrière. Alors, la première représentation dominante, ça va être c'est la faute à pas de chance, c'est la fatalité, on n'y peut rien. Et effectivement, on va minimiser, on va dire voilà, c'est un peu perte de profit de l'activité économique. Et puis la deuxième représentation dominante en fait des accidents du travail, ça va être celle du risque assuré. Tous les ans, on a une publication des données statistiques par la Caisse de sécurité sociale, comme d'origine générale, sur les statistiques accidents du travail, maladies professionnelles. Et c'est présenté comme voilà, un risque géré. On va présenter le coût global, on va parler de la branche AT&MP, qui effectivement est en excédent, qui, soit dit au passage, rembourse chaque année entre 1 et 2 milliards à la branche maladie au titre de la non-déclaration, de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. Mais voilà, donc c'est présenté un peu comme une catégorie statistique et un risque assuré. On est donc dans cette logique assurantielle. Et donc, en me positionnant comme sociologue, en m'intéressant à ce sujet-là, je pose l'accident du travail comme étant un fait social. C'est un fait social, et effectivement, dans le fait divers, je retiens le fait. C'est un fait social, parce que quand on s'intéresse aux statistiques produites, on voit que c'est un fait extrêmement régulier. Le risque de mourir au travail, de perdre sa vie en allant travailler, de se blesser au travail, d'en garder parfois un handicap, n'est pas du tout partagé de la même manière, de manière très égalitaire par tout le monde. C'est un risque qui a des régularités, qui touche plus spécifiquement certaines catégories de la population, et ça a été déjà abordé aujourd'hui. On retrouve énormément les jeunes, les professions ouvrières, le secteur du bâtiment, de l'agroalimentaire, de l'intérim. Mais je voulais aussi prendre la peine de dire que les statistiques, avec toutes leurs limites, hein, et on pourrait y revenir aussi, elles mettent en évidence une progression des accidents du travail chez les femmes. On a dit que ça touchait les hommes, alors c'est vrai que les accidents du travail mortels touchent beaucoup plus les hommes, mais la courbe globale des accidents du travail touche plus les femmes dans le secteur de l'aide à la personne et des soins. Et ça, c'est un indicateur aussi qui doit nous alerter. Et donc, ma deuxième façon de m'intéresser à cette catégorie accidents du travail, c'est de regarder les statistiques, voilà, ce que nous disent les chiffres, ce qu'ils ne nous disent pas également, mais également de dire que les accidents du travail sont des accidents dus au travail. C'est-à-dire que les accidents du travail nous renseignent sur ce qu'est le travail aujourd'hui. Et dans les différentes enquêtes, j'ai un corpus de près de 200 accidents du travail en tout, puisque ma démarche, ça a été aussi d'aller interroger les invisibles. C'est-à-dire que la statistique, elle est produite sur la base d'un document CERFA avec 5 lignes qui sont remplies par l'employeur ou son représentant qui vont décrire très succinctement les conditions de survenue de l'accident du travail. C'est à partir de ces 5 lignes-là que, dans les statistiques de la CNAM, on va identifier qu'il y a plus d'accidents liés à des éléments matériels comme la chute, la manipulation d'un outil, notamment, mais donc c'est très succinct. Donc moi, ma démarche, ça a été d'interroger les premiers concernés, à savoir les accidentés eux-mêmes. Donc je me suis intéressée à des accidents du travail qui ne sont pas ceux relayés dans la presse quotidienne régionale, mais qui sont chacun potentiellement des événements majeurs quand même pour ceux qui les subissent et pour leur entourage. Et je dois dire que la place aussi des familles aujourd'hui est vraiment très importante, puisque moi dans mes enquêtes j'ai vu énormément d'isolement, effectivement, de solitude, et les personnes se sont toujours retrouvées toutes seules avec uniquement leur famille pour gérer l'accident, quand bien même l'accident était heureusement pour les personnes que je rencontrais, était voilà, pas peu grave, mais ce que je veux dire, c'est que quand je dis que tout accident est potentiellement un risque majeur, c'est qu'un accident il est caractérisé par sa soudaineté, contrairement à la maladie professionnelle qui peut survenir parfois plusieurs décennies après l'exposition à l'agent cancérogène.
il est soudain, mais son effet peut durer. Son effet peut durer pour les proches, bien évidemment, pour les personnes qui en gardent un handicap. Dans les statistiques de la CNAM, on voit qu'il y a près de 39 000 personnes qui gardent des séquelles jugées indemnisables après un accident du travail. Donc là, on est dans une production sociale du handicap dû au travail. C'est un effet qui peut durer, y compris dans des ruptures professionnelles. Puisque moi, dans mes travaux, j'allais interroger les personnes, je leur demandais comment l'accident est-il survenu. J'essaie de resituer en fait cet événement dans l'histoire individuelle et collective des personnes et dans les enjeux d'organisation du travail. Et c'est vrai que pour certaines personnes, en fait, elles ont perdu leur travail après l'accident du travail. Donc, il peut y avoir des parcours accidentés suite à des accidents du travail. Et ça, c'est un coût social qui dépasse largement le coût gestionnaire qui apparaît dans les statistiques de la sécurité sociale. Ce coût social des accidents du travail est complètement méconnu et il est très important. J'ai pu aussi le mesurer en réalisant une enquête statistique auprès des adhérents de la FNAT, qui était tout à l'heure à la première table ronde, en interrogeant le devenir après un accident grave, puisque les adhérents de la FNAT sont quand même des personnes qui ont été touchées par un accident particulièrement grave, pour lequel elles ont besoin de cette aide de la FNAT pour monter leur dossier. Il y en a plus d'une sur deux qui n'a pas repris son emploi. Et ce que me disaient certaines des personnes enquêtées, c'est qu'en plus, au-delà de la perte de l'emploi, au-delà ce que je dis, je parle de triple peine, mais c'est une peine physique avec l'altération de la santé, c'est une peine sociale avec l'altération et la perte de l'emploi et des qualifications souvent, et puis c'est une peine économique aussi, puisqu'elle me disait, mais à la retraite, ça continue finalement, puisque moi, mon interruption de carrière, elle a des répercussions sur mon niveau de retraite à la fin. Et accident du travail comme fait social, je l'ai aussi interrogé, donc ce que je disais, par rapport à ce qu'est le travail aujourd'hui. Et Mathieu Lépine en a parlé tout à l'heure au regard des études et des témoignages qu'il a recueillis sur des accidents du travail dramatiques. Mais effectivement, la question de la précarité du lien salarial apparaît très fortement dans des accidents du travail qui surviennent notamment à des jeunes travailleurs. Mais j'ai pu aussi observer dans les récits recueillis des caractéristiques du travail qui sont par ailleurs objectivées dans les enquêtes conditions de travail du ministère du Travail depuis la fin des années 90. En premier lieu, cette question de l'intensification du travail. C'est-à-dire qu'on est dans une organisation du travail qui va organiser l'urgence. Cette intensification du travail, elle se retrouve dans tous les secteurs, y compris dans le secteur des services, avec un travail de plus en plus sous contrainte de temps. Très importante, à la fois des contraintes de temps liées à des objectifs de production. Il y a un certain nombre de toilettes à faire dans l'heure pour l'aide-soignante en EHPAD, un certain nombre de pièces à produire dans une usine. Et puis, il y a aussi des contraintes de temps qui vont venir de l'attente du client. On va nous dire, mais là, on ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas arrêter le chantier parce que le client attend. Ces contraintes de temps, qu'on va appeler de type marchand, elles se cumulent avec des contraintes de production. Et cette intensification du travail, elle est très clairement liée à la survenue de risques de se blesser au travail, de risques d'accident du travail. Et d'ailleurs, les enquêtes conditions de travail de la DARES qui ont intégré des questions sur la survenue d'accident du travail le mettent aussi en évidence. Donc là également, ça n'est pas une fatalité, il y a des choix d'organisation du travail très clairs qui sont posés. On retrouve des blessures qui surviennent aussi en situation de sous-effectif, c'est-à-dire qu'on peut dire aux personnes d'avoir des consignes très claires pour se protéger dans leur santé, pour réaliser leur travail, mais si elles sont 2 alors qu'elles devraient être 3, c'est impossible en fait de tenir ces consignes de sécurité. Et donc j'ai pu mettre à jour en fait de réelles injonctions contradictoires pour des personnes, pour des travailleurs à qui on impose un objectif, voilà, la production doit être faite, mais à qui on ne donne pas les moyens pour atteindre cet objectif-là, on le laisse se débrouiller. Je peux donner un exemple d'une personne qui a eu un accident du travail en escaladant plusieurs barils de lessive. Elle était donc gestionnaire de stock dans un supermarché. Très tôt le matin, avant l'ouverture, la consigne, c'est de faire des têtes de gondole très belles. Donc, elle réalise ce qu'on lui demande de faire, mais l'escabeau dont elle dispose est trop petit. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle dit, voilà, moi quand je l'interroge, au début elle me dit c'est de ma faute, j'ai fait des acrobaties. Et quand on va plus finement dans le récit, on se rend compte que l'escabeau était trop petit, puis qu'il y avait une pression temporelle très importante.
Donc voilà, un fait social aussi dans la mesure où ça interroge le travail. Et puis, pour laisser la place aux autres personnes, ce qui me semble important aussi dans ces enquêtes et sur cette question-là des actions de travail, c'est de dire que c'est un fait social et ce sont des événements de santé publique. C'est-à-dire que il me semble important de rappeler que c'est un indicateur d'inégalité sociale de santé et que la nécessaire connaissance, on en a parlé ce matin, une meilleure connaissance des survenus d'accidents du travail, et on peut l'élargir à la connaissance des atteintes à la santé liées au travail. Elle est non seulement nécessaire au niveau individuel en termes de reconnaissance de droits, mais au niveau collectif, elle permet de mettre à jour les effets du travail sur la santé et donc de produire des indicateurs pour agir en prévention. Et ça me semble très important aussi à mentionner. Et merci pour l'organisation de ce moment d'échange important. À l'inspection du travail, on a l'habitude de dire que la santé et sécurité, c'est le cœur du métier. Et ça l'est doublement parce que c'est la loi du 2 novembre 1892 qui organise toute une série de règles sur l'hygiène, la sécurité, les conditions de travail des femmes, des filles, des enfants, c'est son nom dans les industries, qui a créé l'inspection du travail et qui a créé les inspecteurs du travail. C'est cette même loi qui a créé l'obligation censée être pour l'employeur d'informer les inspecteurs du travail des accidents du travail dans les entreprises déclarées et qui a donné la prérogative aux inspecteurs du travail de relever les infractions par voie de procès verbal à l'encontre des employeurs. Alors c'est vrai que cette enquête accident du travail, cette partie 4 du Code du travail, c'est le cœur de notre action, ce que vous êtes nombreux à l'avoir dit, mais en fait personne ne doit perdre sa vie au travail, personne ne doit être blessé au travail, c'est le principe. L'exception devrait être la blessure ou le décès. Alors, évidemment, on n'est pas en 1892, 130 ans se sont écoulés, mais les non-déclarations, les non-recensements des accidents de travail, les victimes différées des accidents de travail, vous en avez parlé tout à l'heure avec l'amiante, on pourrait parler de prévention, parce que c'est 98% de l'action des inspecteurs du travail, la prévention. Mais la réalité, c'est que les ordonnances Macron ont laminé les comités d'hygiène de sécurité des conditions de travail dans les entreprises et la représentation du personnel. La réalité dans ce pays, c'est que depuis 1991, l'évaluation des risques est obligatoire, plus de 30 ans, que depuis 2001, le document unique, plus de 22 ans, est obligatoire, et que chaque jour, dans nos contrôles, nous constatons l'absence d'évaluation des risques ou l'absence ou une évaluation des risques purement formelle. Alors, c'est pour ça que l'action répressive de l'inspection du travail, elle est aussi essentielle, même si elle concerne un faible nombre de nos interventions. Mais pour parler de notre geste professionnel sur l'accident du travail, il faut avoir en tête un ou deux chiffres. Le premier, vous l'avez globalement dit, mais il reste 1750 inspecteurs du travail au contrôle au moment où je vous parle, c'est-à-dire qu'ils contrôlent pour 20 millions de salariés dans les entreprises, ce qui veut dire qu'ils ont pour mission, c'est ça, de veiller à l'application de la réglementation du travail. C'est une supercherie. Je dis comme ça, c'est une supercherie. La réalité, c'est que 20% des effectifs ont été supprimés en 10 ans et que nous, à la CGT du ministère du Travail, on estime qu'à minima, il faudrait 4000 inspecteurs du travail sur le territoire pour tenter de commencer à reprendre en main les questions de santé et sécurité. Et il n'y a pas que nous, ils devraient être, ces inspecteurs, entourés d'ingénieurs de prévention en ergonomie, en risque mécanique, en risque chimique et en risque CMR. Ils devraient être entourés de toute une série d'acteurs pour les épauler à côté de la médecine du travail et des services de la CARSAT, qui eux aussi ont été complètement laminés dans le pays. C'est l'ensemble du bras gauche de l'État qui a été littéralement attaqué. Alors, quand un accident survient, c'est dans ce contexte dégradé qu'on va être amené à intervenir. Et il faut déjà être informé de l'accident du travail. C'est marrant que vous l'évoquiez tout à l'heure, parce que moi je l'avais mis, parce qu'en fait, nous ne sommes pas informés de la totalité des accidents du travail qui surviennent. Nous le sommes de façon différée, ou également en lisant la presse quotidienne régionale, ou en regardant le travail de Mathieu Lepine, en tant qu'agent du ministère du Travail. Et puis, il faut pouvoir se rendre sur les lieux. Je vais passer sur les réorganisations successives des services de l'État qui ont littéralement explosé le champ de l'inspection du travail, qui aujourd'hui se retrouve dans les DETS-PP, DREX, DRIEX, après avoir été dans les directs pendant 10 ans, etc. Enfin, ça, ce sont des éléments sur les conditions matérielles d'intervention qui sont extrêmement importants.
Pourtant, la vraie expertise des inspecteurs du travail, c'est d'aller plus loin que les constats initiaux de police, de gendarmerie, qui souvent vont se limiter à contrôler deux choses, la présence de produits stupéfiants et la présence d'alcool en cause dans l'accident, et qui ne vont pas, sauf à de rares occasions, dépasser les deux préjugés majeurs qui font face dans les accidents du travail, qui sont ceux qu'on a dit, c'est la faute de la victime. Pourquoi a-t-il été mettre la main dans la machine sans se poser la question de savoir pourquoi la machine n'était pas protégée, pourquoi il n'était pas formé, pourquoi il a pu accéder à cet équipement de travail, et ce mur qui tombe sur l'apprenti sur le chantier, ben c'est la faute à pas de chance. Ça, ce sont deux poncifs qui sont vraiment majeur et contre lequel on essaye de se battre. L'inspecteur, ensuite, il est face à cet accident, il est souvent seul, il a à gérer y compris son propre choc, parce qu'un accident du travail est terrible, et il va diligenter son enquête. Au début, tout le monde s'intéresse à son enquête. Les 24 premières heures, les 48 premières heures, l'ensemble de sa hiérarchie va le solliciter, parce que le préfet veut une note, parce que la direction générale du travail, le cabinet de la ministre, parce que la presse en a parlé. Et puis après 24 heures, après 48 heures, ça redevient un fait divers. Il est seul pour mener son enquête, seul comme le sont les familles. Et la réalité de ça, c'est que aujourd'hui, le fait de pouvoir donner une visibilité à travers l'existence de l'association que vous avez créée, elle est déterminante de la même façon que ça a été pour les cordistes en colère ou pour l'association des victimes de l'amiante. Je veux dire, c'est par ce biais-là qu'on arrivera à visibiliser. Et nous, on pense que c'est autour de cette question-là qu'on peut essayer de reconstruire un droit pénal du travail, d'avoir une politique des procureurs et des parquets qui soit à l'offensive sur cette question-là. Juste une dernière chose. La réalité, elle est terrible. Notre syndicat CGT du 93 a fait un décompte sur 150 procès-verbaux qui ont été relevés entre 2014 et 2020 sur des accidents de travail ou sur des questions de santé et sécurité au travail. Un tiers de ces procédures ont été classées sans suite. Un tiers de ces procédures sont aujourd'hui encore en enquête au commissariat après 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, parce que c'est une façon de ne pas traiter en fait l'accident du travail jusqu'à la prescription. Et un tiers seulement ont donné lieu à des procédures correctionnelles ou à des alternatives aux poursuites. Et je ne parle pas de la faiblesse des peines prononcées comme les rares peines d'emprisonnement, des audiences renvoyées sans cesse, des actes mortels relaxés sans appel du parquet, l'absence d'information de l'inspecteur pour qu'il puisse venir défendre sa procédure à l'audience. Parce que, en fait, pourquoi? Et je conclue vraiment là-dessus, pourquoi? Parce qu'en matière de droit du travail, il y a trois choses qu'on voit, nous, inspecteurs du travail, se développer. C'est d'abord un soft law, un droit mou de la recommandation, qui considère qu'en fait, il y a une adhésion spontanée des entreprises et des employeurs à la norme. C'est faux. Alors, cette situation est fausse, nous on la dénonce, et elle vient s'ajouter à un droit de la transaction, à un droit de la sanction administrative qui s'est développé et qui invisibilise en fait toute une partie du droit, qui empêche aussi des victimes ou des personnes lésées de se porter partie civile sur les procédures. La deuxième chose, c'est que les employeurs ne sont pas dans ce pays considérés comme des justiciables, comme des autres. Ils créent l'emploi, comment pourraient-ils être des délinquants? Et la dernière chose, c'est que l'entreprise reste un lieu de l'absolutisme et qu'un accident dans ce lieu clos qu'est l'entreprise, cela ne trouble pas l'ordre public. Je vous remercie. Merci, alors je ne sais pas si le micro est ouvert et si j'en ai besoin. Donc merci, donc effectivement moi je suis Juliette Papou, je suis avocate au barreau de Paris, je fais beaucoup de droit du travail et notamment j'accompagne beaucoup de victimes ou d'ayants droit de victimes dans des dossiers soit de maladies professionnelles, soit d'accidents du travail, dont malheureusement des accidents mortels du travail. Et c'est vrai que comme l'a dit la première table ronde à de nombreuses reprises, c'est pas normal aujourd'hui qu'on ait autant encore de dossiers d'accidents mortels du travail et que ça reste une fatalité, ça devrait pas l'être. Alors, c'est difficile de parler après toi, parce qu'effectivement, il y a une âme peut-être beaucoup plus syndicale que moi, les propos que je vais tenir devant vous aujourd'hui. En fait, c'est vrai que ce qu'on a entendu, et ça va faire écho mes propos par rapport à la première table ronde, c'est un vrai parcours du combattant quand il y a notamment un accident mortel du travail. Pourquoi? D'abord parce que c'est la conjonction de 3 codes. Nous, les avocats, on travaille avec des codes et les dossiers d'accidents, notamment mortels du travail, de maladies professionnelles, il y a le code de la sécurité sociale, il y a le code du pénal et il y a le code du travail. Et donc déjà, quand il faut mélanger tous ces 3 codes, ça fait beaucoup de travail et c'est très compliqué. Et c'est vrai que tous les dossiers qu'on a à traiter démontrent
la complexité de ce parcours procédural. Alors moi, ce que je crois qu'il faut dans des dossiers d'accidents mortels, notamment du travail, c'est obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. C'est par cette reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur que les sanctions pourront être prononcées, les sanctions tant pénales que civiles, et je vais y revenir, et que les indemnisations seront le plus majorées possible, même si effectivement, et on y reviendra sans doute, elles sont totalement insuffisantes et elles ne font pas assez mal au porte-monnaie. Et encore hier, j'ai plaidé un dossier devant le pôle social, j'ai essayé de plaider l'exemplarité de la sanction qu'on attend des tribunaux pour que, effectivement, les employeurs aient mal quand ils sont condamnés. Alors, pour qu'il y ait une faute inexcusable de l'employeur, déjà, il faut un accident du travail ou une maladie professionnelle. Un accident du travail, c'est un accident qui a eu lieu sur le temps de travail et au travail. Une maladie professionnelle, c'est normalement une maladie qui met du temps à se manifester et qui est répertoriée dans des tableaux très compliqués. Et là aussi, on pourra reparler éventuellement du burn-out, des maladies qui ne sont pas encore reconnues dans ces fameux tableaux et qui rendent encore plus compliqué la reconnaissance par les malades de certaines maladies, parce que sinon, il faut saisir une commission qui s'appelle le CDRMP, avoir une invalidité de plus de 25%, donc c'est très compliqué, mais ce n'est pas tout à fait les propos que je voulais tenir devant vous par rapport à ces maladies professionnelles qui ne sont pas dans les tableaux. Alors, qui peut solliciter cette reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur? C'est la victime, ses ayants droit, ou le FIVA, donc le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. La procédure se passe devant une juridiction qu'on dit un peu d'exception, puisque c'est le pôle social du tribunal judiciaire qui va juger donc de cette reconnaissance ou non de la faute inexcusable. C'est, comme on dit, un tribunal un peu d'exception, puisque c'est les anciens tribunaux des affaires de sécurité sociale. Maintenant, c'est le pôle social du tribunal judiciaire. Et ça, c'est simplement pour les ayants droit, soit pour la victime, soit pour ses ayants droit, qui sont limitativement prévus dans le code de la sécurité sociale. Alors, en apparence, c'est assez simple de saisir le pôle social du tribunal judiciaire. C'est une simple requête qui suffit pour le saisir, et les parties n'ont pas besoin nécessairement d'avocat pour aller devant le pôle social du tribunal judiciaire. Et les parties à l'instance, et c'est là où ça se complique, c'est que déjà on est trois. Il y a la victime ou ses ayants droit, la CPAM, puisque c'est la CPAM qui a fait l'avance de certains frais, si notamment la victime n'est pas par exemple décédée tout de suite, ou si elle n'est pas décédée et qu'elle a de graves séquelles. Donc il y a la CPAM, l'employeur et donc la victime ou ses ayants droit, avec des délais très restreints pour agir. Et déjà là, il faut faire attention, puisque moi, il n'y a pas longtemps, j'ai un client qui est venu me voir trop longtemps après son accident du travail. Il avait été électrocuté et il a mis presque 10 ans à venir me voir. Et on a essayé de faire une requête devant le pôle social et malheureusement, c'était prescrit parce qu'il s'est réveillé trop tard après son accident et après surtout la cessation de son indemnisation par la CPAM. Donc il faut faire très attention et c'est là où effectivement c'est très complexe. Alors qu'est-ce que c'est la faute inexcusable de l'employeur? C'est depuis les arrêts amiante du 28 février 2002, en fait l'employeur il est tenu à une obligation de sécurité envers ses salariés. Et il y a faute inexcusable quand le manquement à cette obligation, quand l'employeur a, c'est ce que disent les textes de la jurisprudence, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ça veut dire quoi ça? Cette définition jurisprudentielle de la faute inexcusable, ça veut dire que le salarié, et pas, il n'y a pas de présomption de faute, le salarié doit établir la preuve, et c'est là où ça devient assez complexe, d'une part une double preuve, d'une part que son employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié,
et que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé du salarié. Et donc là, en une phrase, ça semble très simple, mais dans les dossiers, parfois c'est très compliqué de rapporter cette double preuve de la faute inexcusable de l'employeur. Alors, très souvent, il y a des textes en plus qui font des obligations à l'employeur de respecter certaines normes, et donc on doit là aussi démontrer que l'employeur n'a pas respecté certaines normes précises. C'est par exemple le cas du travail en hauteur, de la protection des trémies, du contact avec certains produits dangereux. Et le cas, par exemple, des trémies est très parlant, puisqu'il y a un article du Code du travail qui dit comment il faut protéger les trémies. C'est-à-dire, les trémies sont des trous, notamment qui sont, par exemple, dans des toits terrasses, où il y a un gruyère, et les salariés, du coup, ça malheureusement facilite les chutes des salariés. Et le Code du travail prévoit précisément comment doivent être protégés les trémies. Et si l'employeur ne protège pas conformément au Code du travail les trémies, c'est une façon de démontrer qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger son salarié. Pareil sur la formation à la sécurité renforcée. Le Code du travail, par exemple, prévoit qu'un certain nombre de salariés, et notamment, par exemple, les salariés qui travaillent en hauteur, doivent être formés à la sécurité, et l'employeur doit donc démontrer, s'il y a un accident mortel du travail, qu'il a fait le nécessaire par rapport à cette formation à la sécurité. Alors, ce qui est très difficile dans les dossiers d'accident mortel du travail, c'est qu'en parallèle de cette action civile de faire reconnaître cette faute inexcusable de l'employeur, il y a la plupart du temps, et c'est souhaitable, une procédure pénale. Alors, ce qui se passe, c'est que quand il y a notamment un accident mortel du travail, normalement, moi, à ma connaissance, mais je parle sous ton contrôle, normalement, quand il y a un accident mortel du travail ou un accident extrêmement grave qui se produit dans une entreprise, la police ou la gendarmerie, si c'est en province, est immédiatement contactée, et l'inspection du travail aussi, normalement. Et c'est vrai que moi, dans les dossiers que j'ai au cabinet, en tout cas, c'est une co-enquête, inspection du travail, police ou gendarmerie. Et c'est vrai que c'est fondamental qu'il y ait cette double enquête, et qu'il y ait notamment cette enquête de l'inspection du travail, parce qu'après, l'inspecteur du travail, il vient soutenir à la barre du tribunal correctionnel le dossier qu'il a lui-même monté. Et c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'avocat dans ces procédures-là, et moi, ce que je constate, c'est que les familles, elles sont déjà ravagées par leur deuil, par leur peine, et elles ne sont pas capables, en fait, de prendre le relais pour essayer d'aller à la chasse aux informations. Donc, de contacter l'inspection du travail, de savoir ce qu'il a fait, de contacter la gendarmerie ou la police. Et encore récemment, là, je m'occupe d'un dossier, d'un accident qui s'est produit cet été dans le sud de la France. La famille est dévastée, en plus l'entreprise est dans l'Est, l'accident a eu lieu dans le sud de la France, dans une petite bourgade, la famille habite dans l'Ouest, ils sont complètement perdus, et c'est vrai que moi j'estime en tout cas que le rôle de l'avocat, c'est de suppléer ses clients pour aller à la pêche aux informations. Alors c'est vrai que c'est difficile au départ d'avoir des informations, parce qu'il y a le secret de l'enquête, que la gendarmerie et l'inspection du travail et le parquet, personne ne veut vous donner des informations, mais il faut téléphoner, faire des mails, avoir des informations et dire voilà, il faudrait peut-être aller dans ce sens-là, aller chercher cette information-là, peut-être il faut interroger cette personne-là. Et l'accident auquel je pense, l'inspecteur du travail n'avait pas été au courant que 2 ans avant, il y avait eu dans la même entreprise, dans des conditions absolument similaires, un accident mortel du travail. Et c'est moi, parce que mes clients m'ont dit, qui ai informé l'inspecteur du travail, que j'ai eu au téléphone, parce que quand même, quand on insiste, on arrive à les joindre au téléphone, et même s'ils sont au secret, nous aussi on est au secret professionnel, et on arrive, parce qu'on tombe sur des gens compréhensifs qui sont bien conscients qu'il faut quand même donner des informations aux victimes et surtout à leurs ayants droit. Et j'ai prévenu l'inspection du travail qu'il y avait eu un accident similaire 2 ans auparavant. Et du coup, dans le cadre de son enquête qui est toujours en cours, il y a des questions qui sont posées. Et après, vous arrivez au tribunal avec des dossiers
qui sont mieux montés, qui sont plus complets et qui vous aident à aller à obtenir des condamnations plus fortes. Et c'est vrai que dans notamment le cas d'un des dossiers qu'on a évoqué tout à l'heure, il y a eu 2 accidents mortels du travail dans une énorme société de BTP. Bien sûr, on en a parlé dans les 2 dossiers, c'est moi l'avocate dans les 2 dossiers mortels. Bien évidemment, je parle d'un dossier dans l'autre dossier et vice-versa, pour que les tribunaux, qui eux ne sont pas nécessairement informés, soient au courant que c'est en fait une entreprise récidiviste, même si dans ce cas-là, il n'y a pas de récidive parce que le premier accident a été jugé après le deuxième. Enfin bref, c'est compliqué le principe de récidive en droit pénal, mais n'empêche que ça fait quand même écho auprès des tribunaux quand vous leur expliquez qu'en 6 mois, il y a 2 travailleurs qui sont passés à travers une trémie et qui en sont décédés. Donc c'est vrai que c'est un long parcours du combattant parce que donc, on a la procédure pénale qui prend un certain temps. La plupart du temps, il n'y a pas d'instruction. C'est l'enquête de l'inspection du travail ou du parquet qui suffit. Et c'est vrai que parfois, c'est mieux qu'il n'y ait pas d'instruction parce que sinon, ça rallonge encore plus les délais puisque les juges d'instruction sont complètement surchargés. Et donc, il y a ce volet pénal, ce volet civil. Et l'idée, c'est d'essayer que les 2 soient palliés. C'est-à-dire que, normalement, vous pouvez plaider votre faute inexcusable, même si vous n'avez pas de condamnation pénale ou si la condamnation pénale n'est pas devenue définitive. Mais c'est vrai que parfois, les tribunaux civils, ils sont un peu frileux et ils préfèrent avoir une condamnation pénale devenue définitive pour condamner en faute inexcusable. Mais moi, j'essaye de me battre, et on l'a encore fait hier, j'ai encore fait hier devant le tribunal, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. J'ai plaidé, je ne sais pas si je serai suivie, que le sursis à statuer en attendant l'appel de la décision pénale n'était pas obligatoire, puisque normalement, c'est dissocié. Et vous pouvez avoir une reconnaissance de la faute inexcusable sans nécessairement une condamnation pénale. On verra si le pôle social fera droit le 16 mai à ma demande de condamner l'employeur en faute inexcusable avec des condamnations records, même si évidemment les employeurs ils ont beau jeu de faire durer les procédures et ils font appel. Et ça fait traîner. Et c'est vrai que, et on en a parlé, et les familles en ont beaucoup parlé, ce qui est extrêmement dommageable, c'est la lenteur de la justice. C'est terrible. Et si vous pouvez faire quelque chose, monsieur le député, pour aider la justice, et pas qu'à Nanterre, parce que c'est vrai que Nanterre, le 92, c'est terrible. Les délais sont... c'est un département complètement sinistré, alors notamment au CPH, Conseil de prud'homme. Moi, j'ai des dates en 2025 dans mon agenda, mais même la Cour d'appel de Paris, c'est 3 ans pour juger un dossier en droit du travail. Alors là, je parle Conseil de prud'homme, parce que les dossiers d'accident du travail n'ont pas lieu d'être devant le Conseil de prud'homme. Mais c'est vrai que les dossiers sont extrêmement longs et c'est accumuler de la souffrance. Donc c'est vrai que moi j'essaye, quand je vais plaider les dossiers, de dire aux tribunaux que ces appels qui sont faits par les employeurs quand ils sont condamnés, c'est à chaque fois une double, une triple peine, parce qu'à chaque fois ça ravive la douleur, ça ravive l'émotion. Et c'est vrai que notamment hier, on a vécu une audience vraiment très émouvante où même le juge était complètement en pleurs et a quitté la salle d'audience tellement c'était insoutenable, ma plaidoirie manifestement. Mais j'espère qu'en tout cas, ça aura notamment porté ses fruits et qu'on arrivera à obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable dans ce dossier sans attendre que la Cour d'appel daigne nous donner une date d'audience, puisque c'est très très long. Et c'est vrai que je pense à un dossier où on a plaidé à Bobigny, on a effectivement obtenu une très belle condamnation, mais on a mis presque 1 an à obtenir le jugement rédigé. Je ne sais pas si vous imaginez, on a plaidé en mars, on a eu le jugement en mars, on a obtenu le jugement papier, donc la vraie preuve de la condamnation, au mois de janvier. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie carence, il faut absolument qu'il y ait des recrutements de magistrats et que les délais soient plus courts, parce que c'est ajouter de la souffrance à la souffrance. Alors, je suis à vos dispositions si vous avez des questions sur l'intérêt, en fait,
de faire reconnaître cette faute inexcusable. Bien évidemment, en quelques mots, et après j'en aurai terminé parce que je peux parler sinon pendant des heures sur ces questions-là, il y a tellement de choses à dire en droit, mais c'est vrai que la reconnaissance de la faute inexcusable, ça permet la majoration de la rente qui est versée par la CPAM aux victimes, ça permet l'indemnisation d'un certain nombre de préjudices importants, et donc il faut absolument aller en reconnaissance de la faute inexcusable pour qu'il y ait des indemnisations. Alors c'est vrai qu'elles restent dérisoires en cas de décès. Les fourchettes, c'est par exemple pour un conjoint entre 20 000 et 40 000 euros. Ça semble ridicule, mais c'est vrai qu'en France, les indemnisations restent encore tout à fait insuffisantes. Mais ça, c'est pareil, c'est encore un débat qu'on pourra avoir. Mais en tout cas, je pense que ce qu'il faut absolument, c'est que les familles, notamment après un accident mortel du travail, puissent être immédiatement épaulées pour déjà ne pas se sentir seules, et puis surtout que le dossier soit bien enclenché, parce qu'un dossier après mal enclenché, on sait très bien que c'est difficile de le récupérer par la suite. Mais voilà, voilà les propos que je voulais un peu partager aujourd'hui. Je suis bien sûr à votre disposition s'il y a des questions plus techniques sur les dossiers qu'on a pu traiter au cabinet dont j'ai pu entendre parler. Merci.